un petit souci. Alors, qu'est-ce qui se passe? Hop. Ça y est, c'est parti. Donc, les thèmes du module numéro 12, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait vu toute l'actualité autour de l'équipe francophone qui s'est mobilisée pendant plusieurs mois pour justement faire la refonte du wiki français et puis lancer les traductions, faire pas mal de choses aussi au niveau des One Cup. Franck est là d'ailleurs ce soir pour en témoigner. C'est une cheville ouvrière très très importante qui nous a fait encore une magistrale publication sur le Facebook aujourd'hui. C'est génial, merci encore à toi Franck, j'en profite parce que c'est super ce que tu fais. Ensuite, on avait vu le GANS de H3. Alors ce GANS de H3, je ne sais pas si vous vous souvenez, le concept c'est d'avoir donc du H3, c'est-à-dire 3 molécules d'hydrogène à partir d'un GANS de CO2ZNO. Ce GANS de CO2ZNO étant avide de carbone, dans la mesure où on est dans un récipient hermétique, eh bien, le carbone était absorbé dans le GANS de CO2 et on retrouvait dans la petite gamelle qui était au-dessus de l'eau salée, on retrouvait donc du H3. Ensuite, on avait commencé à regarder un cours de M. Kesch à propos des gaz de CO2 et de CH3. Et il expliquait tout ce qui se passait dans ces deux systèmes pour vraiment que tout le monde soit au niveau. Alors, ce soir, on ne va pas faire la suite parce que la suite est beaucoup plus compliquée. Je la réserverai, je pense, pour la rentrée en essayant de la disséquer au maximum pour que tout le monde puisse comprendre tout ça parce que c'est très important. Hein. Est-ce que vous avez des questions d'ailleurs sur ce qu'on a vu dans ce module 12 avant de commencer pour le reste? Dites-moi. Donc, je pense que vous n'avez pas de questions. Donc, je vais poursuivre. Hein. Comme je vous le disais, il y a bien sûr... Alors, j'ai des problèmes avec mon... Donc, il y a bien sûr cette table des matières, des modules qui sont significatifs pour les débutants. Hein. Je le remettrai systématiquement parce que je souhaite que les débutants qui me contactent le font d'ailleurs. Hein. Ils puissent avoir la progression systématique, même s'ils viennent au dernier moment s'imbriquer. Le module numéro 13, c'est quand même assez loin par rapport au début, hein, puisqu'on a fait le début, je crois, c'était en décembre. Hein. Donc, même en octobre, je vois. Et donc, il y a des chemins à rattraper. Et pour rattraper ce chemin, il est indispensable d'avoir la lecture et la vision de tous les modules qui ont été faits jusqu'à présent. Donc ça sera rediffusé à chaque fois. Comme ça, la personne qui vient sur YouTube se rend compte qu'il y a des modules à aller voir, bien sûr, hein, qui sont très importants hein, pour pouvoir faire une progression correcte. Là, on arrive à la fin. Ensuite, je rappelle aussi les différents liens, en particulier celui de la Fondation Kesch, le wiki anglais. Vous savez que vous avez à votre disposition, si vous le souhaitez, sur Internet, le DeepL. DeepL, c'est un logiciel qui permet de faire une traduction simple, c'est multilangue. Hein. Bon, il y a des moments où il y a plusieurs options, il faut savoir choisir le sens de la phrase et des moments ne marche pas très bien, donc il y a plusieurs options. Vous pouvez avoir le choix sur pas mal de choses et vous arrivez à vous en sortir avec ces traductions. Donc il suffit de prélever le texte dans le wiki anglais, si vous ne comprenez pas, vous le mettez dans une case de DeepL et DeepL vous le transcrit tout de suite. Voilà. Après, vous pouvez le mettre sur Word, par exemple, et puis ça vous fait un petit fascicule qui est facilement exploitable après, sans toutefois être obligé d'être sur ordinateur. Quoi.
Alors, donc ça, ce wiki est super important, donc je vous le conseille. Mais bon, vous connaissez tout ça. Vous avez aussi la version française du wiki qui est en train d'être élaborée. Je ne vous cache pas qu'en ce moment, on est tous pris par pas mal d'autres choses, hein. C'est surtout Sylviane qui fait ça, hein, et Sylvie, et puis moi aussi. Mais enfin bon, pour le moment, on a commencé à élaborer ça. Et je pense que, comme je vous le disais déjà il y a quelque temps, on cible la fin de l'année pour que ce soit terminé. Il y a Jean-Sébastien aussi qui est dans le coup. Et bon, c'est pas évident en ce moment de tout gérer à la fois. Donc ça avance à petite vitesse. Mais il y a quand même des pages que vous pourrez déjà consulter qui sont assez intéressantes. Ensuite, vous avez donc le fameux replay des enseignements francophones. Bon, cette session en fait partie, hein. Et donc, dans ce replay, vous avez tous les enseignements d'Aviram qui donnent tous les mercredis, plus ces sessions que je propose mensuellement le jeudi soir. Vous les avez toutes. Donc, pour les gens qui ont à consulter les modules, c'est très pratique puisque les 12 modules, le 13e étant ce soir, les 12 modules sont déjà en place sur cette chaîne. La traduction en français de la revue Plasma Time. Le Plasma Time, c'est une mine d'or. Monsieur Kesh a fait ça très très bien et il y a quand même beaucoup de revues. De mémoire, je pense qu'il n'y en a pas 20, hein, mais il y en a au moins une bonne douzaine. Et donc, Jean-Sébastien, Sylviane et moi-même, on a entrepris la traduction. Alors, je sais que Jean-Sébastien et Sylviane ont travaillé sur la première revue. Elle est à la lecture au niveau de la Fondation et vous aurez le plaisir, je pense, de la découvrir assez rapidement. On va la mettre, on n'a pas trop parlé avec Sylviane, mais on va la mettre sur le wiki français. Comme ça, vous pourrez la consulter très très facilement. Cette revue est très importante dans la mesure où elle brasse beaucoup de sujets et ce sont des sujets qui sont pointus. Ça va vous permettre d'affiner tout ce que je vous ai raconté depuis le début et découvrir d'autres choses. Et puis, ça sera sûrement la matière pour réaliser beaucoup de discussions intéressantes qui nous feront tous évoluer. Donc, on vous tient au courant là-dessus. On attend simplement que la Fondation donne son accord. Alors, le GANS de H2. Alors, vous vous souvenez qu'on a vu la dernière fois le GANS de H3. Le GANS de H2, eh bien, c'est encore un isotope de l'hydrogène. Et bon, Monsieur Kesh dit que ce GANS dit de deutérium, d'après lui, c'est le combustible du futur. Et puis, en tant que physicien, je peux vous dire qu'il a entièrement raison. C'est très énergisant. Il a une particularité vraiment qui est géniale, c'est qu'il a une caractéristique neutre, c'est-à-dire que on peut le considérer, suivant l'environnement dans lequel il se trouve, comme magnétique ou gravitationnel. Et ça, c'est génial. Parce qu'il va doper l'environnement magnétique ou doper l'environnement gravitationnel dans lequel il se trouve. Et franchement, moi j'ai commencé à faire des expériences là-dessus. C'est un dopant vraiment très très efficace. Très efficace. Ce GANS de H2, je ne sais pas si vous vous souvenez l'expérience que je vous avais montrée avec les sphères qui se déplaçaient dans de l'eau, hein. Le GANS de H2, il est très, très dynamique. Et en plus, il a une particularité, c'est que si on approche un aimant, par exemple des boules, je ne sais pas si vous vous souvenez de ces boules qui circulaient dans l'eau, hein. Si on approche un aimant classique, bipolaire, hein, plus-moins, nord-sud, eh bien, le H2, la boule de H2 est attirée par l'aimant. Donc, cette propriété, elle entre aussi en ligne de compte pour, en particulier pour les mâts graves, hein. Et puis, pour booster les champs, on va en avoir besoin sûrement dans un proche avenir au niveau de l'agriculture. Alors, on a parlé l'autre jour de GANS de H3. OK. On avait dit que c'était du tritium. Je vous avais expliqué que c'était le comportement du tritium, mais ce n'était pas du tritium, parce que le tritium en énergie nucléaire
et un matériel nucléaire est radioactif. Et là, ce n'est pas du tout le cas, hein, bien sûr, le H3 n'est pas radioactif. Et c'est la même chose pour le H2. Alors, ces dénominations sont impropres, bien sûr, hein, parce que on parle bien d'isotopes de l'hydrogène, hein, premier isotope et deuxième isotope. Premier isotope deutérium, deuxième isotope tritium, mais ça s'arrête là, c'est-à-dire que toutes les propriétés radioactives n'existent pas. Alors, ce petit encart rouge pour vous dire aussi que quand on utilise ces gants spéciaux dans le domaine de la santé, il faut avoir les connaissances qui vont bien, parce que autrement, vous allez vous exposer à des petits soucis, enfin même des soucis majeurs. Hein. Il ne faut pas s'amuser à ça, dans la mesure où, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un gaz qui est très puissant. Il faut savoir s'en servir. Alors, petit rappel, justement, par rapport à l'isotope d'un élément chimique, hein, et on a vu que tout se passait dans le noyau de l'atome, qui est composé de neutrons et de protons, hein, et simplement, l'isotope d'un matériau ou d'un élément chimique, c'est la différence qu'il y a entre les isotopes, c'est le nombre de neutrons qui changent, tout simplement. Je vous rappelle l'exemple du carbone, hein, où on a, dans la description du noyau, on a 12 éléments, 6 neutrons, 6 protons. Et les isotopes carbone 13, carbone 14, eh bien, le carbone 13, il a un neutron en plus, et le carbone 14, 2 neutrons. Le carbone 12 est stable, on va dire, du point de vue atomique. Mais le carbone 13 l'est beaucoup moins, le carbone 14 est à nouveau stable. On ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est un élément de physique classique, ça. Alors, comme je disais tout à l'heure, l'appellation deutérium est impropre. Hein. Donc, je vous ai refait les schémas classiques qui montrent les deux premiers isotopes de l'hydrogène. À gauche, vous avez l'hydrogène qui est noté en physique H, 1 indice, 1 exposant. Et ça veut dire qu'il a un électron et le noyau, qui est décrit par le H supérieur, c'est-à-dire l'exposant, c'est un proton. Le deutérium, c'est ce qui va nous intéresser ce soir, on a toujours un électron qui est en orbite autour du noyau, avec un noyau qui est composé de un neutron et un proton. Donc l'exposant devient 2, puisque l'exposant supérieur décrit le noyau. Et puis pour mémoire, vous vous souvenez qu'on avait travaillé sur le tritium. Hein. Le tritium, c'est-à-dire qu'on a 2 neutrons et un proton au niveau du noyau et un électron qui gravite. Est-ce que c'est clair pour vous tout ça? Je ne vous parle pas à hébreu, là, je ne pense pas. S'il y a le moindre doute, vous pouvez m'en parler tout de suite. Je pense que les dessins sont clairs, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, les trois éléments sont répertoriés bien sûr en physique. Hein. On a l'hydrogène qui est dans la table de Mendeleïev, et puis le deutérium et le tritium qui sont répertoriés sans souci. Par contre, donc, comme nous sommes en physique quantique, et dans la technologie du plasma Kesh, le gaz H2 n'est pas du gaz de deutérium, c'est du gaz H2, c'est-à-dire avec 2 molécules d'hydrogène. Donc, vous voyez, moi j'ai barré le deutérium, on va parler de H2, comme la dernière fois, on a parlé de H3. Alors, le gaz de H2, il y a 3 méthodes qui sont vraiment classiques, on va les développer tout de suite, là, qui sont très classiques pour obtenir ce gaz. Hein. Et il faut savoir qu'il existe une 4e méthode, mais qui demande un peu plus de matériel, à savoir des réacteurs tournants. Alors ceux qui sont venus à la maison, ils ont déjà vu ça, et puis ceux qui ne sont pas venus, les ont vus sûrement sur le wiki ou dans des expériences
qui sont sur le Facebook. C'est-à-dire qu'on a des réacteurs tournants et dans lesquels qui sont chargés les boules sont chargées de ganses. Et la génération de ganses grâce à ces réacteurs, disposés en forme de tétraèdre, génère un plasma au barycentre du volume. Et donc on peut aussi avoir du gans de H2. Mais ça, c'est expérimental et bon, on ne va pas s'y intéresser tout de suite. Si je reviens aux trois méthodes dites classiques, il faut savoir que toutes les trois, elles utilisent le principe d'une enceinte close et complètement hermétique. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Je reviens toujours au gans de H3. Quand on a vu le gans de H3, on a vu que le CO2 qui était en bas était avide de carbone et c'est pour ça qu'on obtenait du H3. Bien évidemment, si le couvercle n'est pas étanche, quand il n'y aura plus de carbone dans le volume de l'enceinte fermée, eh bien, si ce n'est pas étanche, le carbone de l'extérieur va nourrir le gans de CO2 et on n'arrivera jamais à avoir du H3. Eh bien là, c'est pareil. On ne peut pas se permettre d'avoir quelque chose qui est fuyard au niveau du couvercle en verre. Alors en verre, justement, parce que, toujours pareil, si on avait du plastique, comme les formules chimiques du plastique contiennent de l'hydrogène et du carbone, ça serait assez désagréable parce que le carbone, comme l'hydrogène du récipient plastique, serait pompé par les gans. Alors, dans ces trois méthodes, vous allez voir que c'est relativement simple. Il y a deux méthodes qui utilisent déjà un gans disponible, c'est-à-dire que ce gans, on le positionne dans la petite coupelle qui est au-dessus de l'eau, hein, comme on l'a fait l'autre jour avec le CH3. Et donc, il y a deux possibilités. Et la troisième, on va utiliser dans la petite coupelle qui est au-dessus de l'eau, on va utiliser de l'eau distillée. Alors, je pense que ça sera beaucoup plus sympathique pour vous, même si vous n'êtes pas débutant. Moi, je ne l'ai pas expérimenté, ça encore, et je vais carrément attaquer par la troisième méthode qui est vraiment très simple. On va en parler tout à l'heure. Sur la physionomie du setup, alors rien ne change. On a toujours une plaque. Alors bon, peu importe si c'est une plaque de zinc ou une plaque de cuivre, on a toujours le setup qu'on va voir, qu'on va adapter à la méthode. Mais on a toujours ce setup qui trempe dans de l'eau salée. Je vous rappelle les dimensions qui sont prévues dans le wiki, hein. C'est-à-dire que les plaques, quelles qu'elles soient, sont espacées de 12 à 14 cm. Le verre qui contient le gans qui va être un petit peu démantibulé, eh bien ce gans, ce verre est à 4 cm au-dessus du niveau de l'eau. Alors ça, 4 cm, c'est grosso modo, on n'allait pas mesurer avec précision, il n'y a pas besoin, hein. C'est un ordre de grandeur. Ce qu'il faut retenir essentiellement de ça, à part les dimensions, c'est que il faut avoir des récipients en verre, un couvercle en verre et une étanchéité parfaite. Voilà. Alors vous pouvez expérimenter avec un petit bocal, ça marche très bien aussi. Alors, on va donc parler de la méthode 1. La méthode 1, on utilise le gans de CH3. Alors, je fais un petit rappel en cas qu'il y ait des débutants, mais pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, je pense que tout ça c'est déjà intégré. On avait vu la production de gans de CH3 dans le module numéro 7. Il y avait besoin d'une plaque de cuivre non revêtue, d'une plaque de fer zingué, avec des plaques qui sont espacées de 4 à 7 cm et qui ne touchent surtout pas le fond du bac, qui lui est en plastique cette fois-ci. Ces plaques sont suspendues à environ 2 cm du fond. Ensuite, il y avait des connexions à faire avec une LED. Hein. Bon, je vous passe les détails parce que vous connaissez ça par cœur. Hein. C'est-à-dire que le positif de la LED était relié à la plaque de cuivre non revêtue et le négatif à la plaque de fer zingué. Tout ça, ça trempe dans une eau salée, c'est de l'eau distillée à 5% de salinité,
et on laisse faire ce setup pour obtenir du CH3. Donc, une fois qu'on a eu ce gaz de CH3, on le met dans la coupelle qui est au-dessus du système en verre. Donc là, on verse tout le gaz. Hein. Si possible, la majorité du gaz solide. Hein. Et puis, vous laissez surnager au-dessus donc de l'eau de gaz. Hein. Pour tout début, je vous conseille de ne pas trop en mettre en volume, hein, pour simplement vous rendre compte de l'expérience, savoir comment ça fonctionne. Hein. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir un gaz de CH3 qui est déjà élaboré et qui est dans la coupe de champagne. Et dessous, on va créer un nouveau gaz de CH3. Alors ça va paraître bizarre comme ça, mais vous allez voir que ça fonctionne. C'est-à-dire que dessous, on fait un setup de gaz CH3, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, à l'instant, avec les dimensions que je vous ai précisées au tout début. Alors, qu'est-ce que ça donne, ça? Quand on va mettre en route tout ça, on va avoir donc des champs magnétiques et gravitationnels entre les deux plaques qui vont générer du CH3. Et pour générer du CH3, il nous faut du carbone et de l'hydrogène. Donc, au fur et à mesure que le temps passe, on va avoir cette formation de CH3 dans le bas du bac qui est en vert. Et au fur et à mesure aussi, on va voir que le carbone et une partie de l'hydrogène qui est dans la coupe de champagne là, va venir rejoindre l'eau salée parce que justement les champs qui sont dans l'eau salée attirent le carbone et l'hydrogène. On va se retrouver au bout d'un certain temps avec du H2. Alors, je ne vous cache pas que j'ai fait des recherches là-dessus, je n'ai pas fait d'expérimentation et je ne sais pas quand est-ce qu'on stoppe. Normalement, le H2 est noir, assez ou marron très très foncé, et donc je pense que c'est là qu'il faut s'arrêter. Je n'ai pas trouvé l'information pour le moment, mais je vous la donnerai dès que je l'aurai. Et je pense que c'est ça, quoi. Donc il faut surveiller, c'est-à-dire qu'il ne faut pas partir en vacances et puis revenir 3 mois après, quoi, parce que je ne sais pas comment ça fait. Il doit y avoir un résidu au fond. De toute façon, dans toutes les publications qu'il y a à propos de ce type de manipulation pour créer des gants un petit peu spéciaux, on va dire, hein, il y a toujours quand même, vous voyez ici le gaz de CH3, il y a toujours un petit peu de CH3 dans le H2. Hein, faut pas, on n'est pas à 100% en H2. Est-ce que vous avez des questions sur cette première méthode? Donc, je poursuis. La deuxième méthode consiste à utiliser un gaz que vous n'avez pas encore vu, mais qui est simple à faire. C'est du gaz de CH2. Alors, pour faire du gaz de CH2, c'est-à-dire c'est une opération préparatoire, hein, puisque le but quand même c'est de faire du H2. Pour faire du gaz de CH2, c'est très simple. On utilise une pile de 1,5 volts et 50 mA maximum, avec le négatif qui est relié à une plaque de fer zinguée et le positif qui est relié à la plaque de cuivre non revêtue. Alors les plaques, elles trempent bien sûr dans l'eau salée à 5%, et on va récupérer au bout du compte, au bout de quelques temps, au fond du bac. Alors là, il n'y a pas besoin d'avoir de bac en verre, hein, c'est beaucoup plus classique. On peut faire ça dans un Tupperware ou dans tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de problème là-dessus. On va se retrouver au bout du compte, après quelques temps, avec un gaz de CH2 au fond du bac. Le gaz de CH2 étant noir, normalement. Alors là, on part sur un setup de gaz de CO2 et on aura préalablement, on aura mis le gaz de CH2 dans la coupe de champagne.
Alors là, on se retrouve bien sûr avec un récipient en verre, étanchéité, couvercle en verre, tout va bien, on y va. Méthode numéro 2, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu à l'instar de ce qui s'est passé tout à l'heure pour la méthode numéro 1. On se retrouve avec des champs magnétiques et gravitationnels qui vont chercher à créer un gaz de CO2. Pour créer ce gaz de CO2 à partir d'un gaz de CH2, on va avoir le carbone qui va migrer dans l'eau parce que les champs carbone sont attirés par le setup du gaz de CO2. Et au bout du compte, on se retrouve avec un gaz de H2 dans la coupe. Donc tout ça, c'est assez simple, il n'y a pas de souci là-dessus. La méthode numéro 3, c'est celle qui me plaît bien parce qu'elle est super simple. On va créer un gaz de ZNO. Alors, je ne sais pas si j'ai pas sauté une... J'ai dû sauter une... Je regarde, voilà. Ah, attendez, j'ai un petit problème. Voilà. Oui, donc, cette méthode numéro 3, c'est de l'eau distillée simplement que l'on met dans la coupe de champagne. Alors, cette eau distillée, moi, je vous recommande quand même de faire attention. Ça, on en avait parlé dans un module tout à fait au début. Pour faire ça, il faut de l'eau distillée de laboratoire. Quand vous regardez les fournisseurs d'eau distillée, il y a un peu n'importe quoi qui circule. Et ce que je vous recommande, c'est de l'eau distillée de laboratoire. Alors, c'est un peu plus cher, bien sûr. Mais vous imaginez bien que si vous mettez une coupe à champagne avec et que vous avez 1 litre de distillé, vous allez pouvoir faire quand même pas mal de gaz de H2. Donc 1 litre, c'est largement suffisant. Prenez soin de faire ça, prenez soin de prendre une bonne qualité et vous serez satisfait. Ça fait presque un argument publicitaire, mais c'est comme ça, c'est sûr. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On fait donc un gaz de ZNO. Alors le gaz de ZNO, c'est ce que je regardais à l'instant. C'est un petit rappel, puisqu'on avait vu ça dans le module numéro 6. On a une plaque de zinc nano-revêtue. Alors pour ceux qui ont fait des gaz de CO2 déjà, c'est très pratique parce qu'un gaz de CO2, c'est une plaque ou une bobine de cuivre nano-coté. Et en face, on a une plaque de zinc. Cette plaque de zinc, quand elle aura vécu l'expérience du gaz de CO2, on peut la récupérer. Elle est nano-revêtue, forcément. Et donc, vous avez d'un côté cette plaque de zinc que vous avez pu récupérer, et en face, vous avez une plaque de zinc neuve. Alors, toujours pareil, c'est le même scénario. Dans un gaz de ZNO classique, on a un setup qui est dans un bac de plastique, avec de l'eau salée à 5%, les mêmes distances entre les plaques, et puis elles sont toutes suspendues à environ 2 cm du fond du récipient. Et puis vous laissez faire et vous allez avoir un magnifique gaz blanc qui va se produire. Alors j'ai laissé l'histoire du courant, il y a certains qui utilisent du courant. Moi je peux vous dire que je fais du gaz, il n'y a pas besoin de courant, ça fonctionne très bien. Alors si vous êtes pressé, vous pouvez le faire, mais comme vous vous rappelez peut-être, toute intervention extérieure avec du courant, avec un peu plus de sel, avec des trucs en plus, ça fonctionne, mais la qualité s'en ressent. C'est inévitable. Donc, je reviens à notre méthode numéro 3. Le montage, bien sûr, est étanche. On a de l'eau distillée dans la coupelle et on reproduit le setup que je viens de vous décrire dans le récipient en verre. Alors là, c'est le même scénario. Il va y avoir donc, on va chercher à faire une production de ZNO. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va avoir une nécessité d'avoir de l'oxygène. Alors, l'oxygène, bien sûr, dans l'air ambiant, il va être pompé. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que l'oxygène de l'eau distillée va être aussi absorbé
dans le GANS de ZNO. Donc, au bout du compte, eh bien, on se retrouve avec du H2. Donc, finalement, on a quand même 3 méthodes pour arriver à créer ce H2. Je vous les ai simplement résumés dans ce petit tableau. Hein. On voit que nettement, la méthode numéro 3, c'est la plus simple. CH2CO2, c'est la plus longue parce que il y a quand même le processus de CO2 qui est toujours un peu plus long. Hein. Et puis, bon, mais le CH3, je pense qu'elle est très séduisante. Hein. Par contre, il faut vraiment surveiller de près pour déterminer la fin du processus, à moins que j'ai une info dans les prochains jours qui puisse dédouaner complètement cette méthode numéro 1. N'oubliez jamais que là, il faut donc la fermeture hermétique du récipient. Toujours en verre, pas de plastique, hein, parce que, bon, à cause du carbone et l'hydrogène du plastique. Rappelez-vous aussi que on doit s'abstenir d'utiliser ces gants si on n'a pas la maîtrise complète dans le domaine de la santé. Très important. Est-ce que vous avez des questions? Oui, oui, Joël. C'est Bonjour, Jean-Marc. Jean-Marc. Bonjour Joël. Voilà, la dernière fois, tu avais dit qu'on pouvait utiliser les bocaux de verre à le parfait. Oui. Bon, mais il y a un joint de caoutchouc. Est-ce que le Non, joint de caoutchouc est utilisable? tu l'enlèves. Et qu'est-ce que je mets à la place pour avoir l'étanchéité? Alors, en fait, moi, je fais pas avec. Alors, les joints, il faut déjà les enlever, ça c'est sûr. Et les bocaux, j'avais dit qu'on pouvait l'utiliser pour le stockage. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça. C'est pas toi Oui, que vous mais avez alors pas pour la préparation. Alors. Non, parce que quand tu as enlevé le ferraillage, quand tu as enlevé le joint, tu te retrouves avec donc deux pièces de verre, et les pièces de verre, eh bien, elles ne sont pas étanches. Tu verras que ça bloblote un petit peu, quoi. Hein. C'est-à-dire que tu as un risque de fuite, quoi. Tu as forcément une fuite. Alors, ce que je fais, moi, j'utilise des plats, j'en ai fait rentrer un, là, un plat qu'on met au four, un plat en verre, hein, et puis j'utilise une vitre sur le dessus. Et puis sur le dessus, sur la vitre, parce que la vitre, on dit que le verre n'est pas souple, hein, en fait, il est quand même un petit peu souple, et on peut l'utiliser avec un poids dessus. Voilà. Ça suffit comme étanchéité. Mais écoute, je fais ça, moi, oui. Alors peut-être que j'ai un truc super, mais bon, autrement, il faudrait regarder. Ça, j'ai pas eu le temps de le faire et je voulais le faire, mais je te donne la réponse la prochaine fois où je t'écrirai même par mail. Hein. Je vais regarder le silicone, la teneur en carbone du silicone et la teneur en hydrogène. Voilà. Encore, mais la prochaine fois, hein, ça ne presse pas, je ne suis pas encore là. Comme tu veux, mais c'est une bonne Je, question. j'ai commencé à me renseigner, voilà. Mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Est-ce que tu as fait les autres GANs déjà? Est-ce que tu as travaillé Non, dessus? pas encore. Pas encore. D'accord. De toute façon, je vous répondrai sur la question est prise. Là, je vous répondrai sur ces histoires d'étanchéité parce que j'ai vu aussi que on pouvait pas mettre. Moi, je pensais mettre du scotch, mais apparemment entre la colle et puis le plastique du scotch, ça va pas fonctionner, quoi. Donc, je vous en ai pas parlé ce soir, mais il faut absolument résoudre ça. Je vais m'y attacher. Oui, sinon on peut peut-être voir aussi avec une colle résine. La résine, Ouais, mais alors après, tu as raison, Franck, il n'y a aucun souci là-dessus. Le seul problème, c'est qu'après, pour démonter ça, je ne sais pas comment on oui. fait. En Il fait, il faut faudra casser. mettre vraiment qu'un filet, histoire que ça Ouais, mais pour étanchéise. garantir Et l'étanchéité, ouais, peut-être. après, je ne sais pas les propriétés de la résine, Ouais. effectivement, si ça va jouer sur le setup. Si Alors ça va après, récupérer des. ouais, la résine, après, c'est difficile à démonter. Ouais, parce Alors, qu'en termes de. ouais, il faudrait utiliser un démoulant, enfin, je sais pas, c'est un souci, ça, de toute façon, hein. C'est un Hmm. souci. Ouais, effectivement, oui. Ouais. Je vais faire une recherche, je n'ai pas eu le temps de la faire là. C'est une très bonne remarque de Jean-Marc, et puis Franck, as bien fait d'appuyer sur la résine, je vais regarder aussi. Et la résine, c'est difficile. Un joint silicone, tu vas pouvoir le sortir parce que tu vas pouvoir le couper, mais la résine, là, en plus avec le verre, là, je ne sais pas ce que ça fait.
Et oui, c'est ça, oui. Oui. Et Ça- après, c'est pour ça, peut-être vraiment qu'un filet, parce qu'en fait, Oui, c'est juste le contact c'est ça, du couvercle, donc il n'en faut peut-être pas beaucoup non plus. Donc, c'est ça. il faut trouver peut-être un petit compromis qui fait que ça Oui, étanchéise sans forcément c'est ça. sceller le couvercle. Ouais, ouais. Parce que la Alors, résine serait l'idéal, hein. hein? La résine, ça serait l'idéal. Oui, oui, oui. Alors là, bon, tu vois, du coup, je te rejoindrai, Jean-Marc, parce que là, j'abandonnerai mon plat parce que la plaque de verre que j'ai dessus, elle va péter, ça c'est sûr, hein. Et bon, les bocaux, ils sont ronds, ils sont très structurés, ils sont épais. Peut-être que ça vaudrait le coup de faire un test avec le bocal à condition que la résine n'ait pas trop de carbone à l'intérieur, ni d'hydrogène, quoi. Alors, c'est à vérifier. Je vous tiendrai au courant de tout ça. Ok, Sur, merci. sur un bocal, on devrait pouvoir couper la résine avec un cutter pour l'ouvrir. Ouais, ou même un fer levier, tu sais, avec un tournevis, c'est carrément, hein. C'est solide, ces bocaux. Oui, oui, c'est pour ça, c'est pour ça. Donc, écoute, je ferai l'essai. De toute façon, ouais, je vais acheter de la résine. De toute façon, je ferai les tests. Je vous dirai ça. À condition, bien sûr, qu'il n'y ait pas de problème de chimie. Donc, je poursuis un petit peu, à moins qu'il y ait d'autres questions. On va faire le point sur des essais de viticulture. Alors, bon, ce sont des essais que je mène ici dans la région. C'est pour vous montrer un petit peu qu'avec les gants, on peut faire des choses sympathiques, qu'on n'a pas besoin de beaucoup finalement de gants pour recouvrir des grandes surfaces. Et puis vous allez voir aussi qu'il y a des surprises qui sont, ce sont des essais qui sont difficiles, quoi, parce qu'en plus cette année on a une météo qui n'est pas du tout favorable pour la vigne et ça nous a joué des tours. Alors donc je veux être transparent avec tout ça et donc vous montrer comment ça se passe. Donc je vais revenir un petit peu en arrière par rapport à ce que j'ai fait l'an dernier avec Monique, Daniel et Bernard, hein. On était chez un viticulteur, alors je ne sais pas s'il y en a qui ont vu ça déjà. On était chez un viticulteur qui nous a offert la possibilité d'exploiter une grosse partie d'une parcelle de vin blanc, qui a été équipée dès le début du mois d'avril 2019, hein, et qui couvrait environ 230 pieds de vigne initialement. Alors comment on a fait? Le schéma que vous avez, le quadrillage bleu, à chaque point d'intersection, il y a un pied de vigne. C'est-à-dire qu'on avait 11 rangs, c'est côté gauche, hein, vous voyez, 11 rangs horizontaux, et ensuite 21 lignes verticales. Et donc tout ça, ça fait environ 230 pieds de vigne. Alors au départ, quand on est arrivé là, on a fait ce qu'on appelle un maillage pour couvrir le plus parfaitement possible la parcelle qui nous était allouée. Alors les points rouges, ce sont des anneaux qui ont été posés au sol, hein. C'est-à-dire que c'est un anneau fait avec du tube souple, renforcé, parce qu'il y a beaucoup de bestiaux qui adorent le gans, hein. Donc on a renforcé ça parce que c'était à l'extérieur, bien sûr, hein. Et donc on a mis ces anneaux, on les a refermés autour du pied de vigne. Donc par exemple, vous prenez le pied de vigne numéro 1, on ne va pas jouer à la bataille navale là, mais enfin la première ligne où on a le 1 là, eh bien on a mis un anneau, et ensuite tous les points rouges, ce sont des anneaux qui sont au sol. Et vous voyez le cercle orange. Le cercle orange, c'est la couverture, grosso modo, qu'il y avait au départ, qui était estimée. Et dans cet anneau, on a mis du CuO à 50% et du CO2 à 50%. Et le CH3, pour doper un petit peu tout ça, a été rajouté autour avec un petit serpentin. Alors, ça a duré un grand moment. C'est-à-dire qu'on a posé ça le 2 avril, et puis ensuite, on a attendu, on a regardé un petit peu ce qui s'est passé. Je ne vais pas dérouler tout ça parce que, bon, là, on y passerait une grande partie de la soirée. Il faut vous rendre compte que quand je suis arrivé avec Daniel et puis mes amis le 2 avril,
entre les rangs de vigne, on fait toujours pousser des fèves, parce que ces fèves, après, elles sont rabattues, et ça fait de l'azote au niveau de la vigne, et c'est très sympa pour la vigne, ça la dope beaucoup, hein. Et donc là, on est arrivé, le viticulteur avait planté les fèves, et 15 jours après, il avait des fèves qui étaient déjà de plusieurs dizaines de centimètres de haut dans les champs mangroves. Donc on voyait déjà un effet qui se produisait. Ensuite, il y avait le nombre de feuilles sur la pousse, la vigne, quand elle sort de l'hiver, vous imaginez un petit tronc, hein, vous l'avez tous vu ça, hein, plus un rameau qui a été taillé, qui est coupé, hein. Et sur ce rameau, on avait un nombre beaucoup plus important de feuilles qu'à côté dans les autres parcelles. Donc tout ça, c'était de bon augure, hein. Alors, la composition, il faut un petit peu la décortiquer assez rapidement et sans vous noyer dans des trucs un peu spéciaux. Disons que le CEO, on l'a mis là pour dépolluer la terre parce que la terre a été glyphosatée pendant des années, même si le vigneron en question est passé au bio, hein. Ensuite, le CO2, comme le CO2, c'est vraiment le couteau suisse du gant, c'est le CO2, il est bon partout. C'est-à-dire qu'il purifie, il assainit, il dope, il donne du carbone à la plante, ben, c'est extraordinaire. Et puis le CH3 que vous connaissez puisqu'on l'a vu aussi, qui lui c'est de l'énergie en gans, quoi. Voilà. Donc tout ça, ça fait que je vous ai décrit les premiers symptômes bénéfiques. Et bien là, on les avait forcément avec cette combinaison des trois gans. Alors pour la fabrication, c'est facile, hein. Si un jour vous avez à faire ça, de toute façon, vous pouvez me contacter, il n'y a aucun problème. Si un jour vous avez à faire ça, ben, vous prenez un bout de tuyau. Bon, bien sûr, il faudra faire des gants, hein, parce que là, moi, c'est primordial, hein. Faites des bons gants. Et après, quand vous avez l'énergie des gants, eh bien, il suffit d'avoir un emballage, hein. C'est pas l'emballage qui compte, même s'il faut qu'il soit costaud, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, c'est soumis aux intempéries et aux animaux qui sont tout autour, mais c'est pas ça qui compte. En fait, ce qui compte, c'est la qualité du gans. C'est très important, même pour l'agriculture. Alors ça, vous pouvez le faire aussi chez vous, si vous avez un jardin, hein. Nous, ici, on a des arbres, on les a soignés parce qu'ils avaient une maladie, on les a soignés avec du CUO. Donc, c'est très simple, hein. Vous prenez le diamètre de votre arbre, vous faites pider, hein, ça vous donne la longueur du tuyau, la longueur théorique, vous rajoutez 10 cm, et puis vous allez mettre votre tuyau autour de l'arbre, et il va forcément guérir au bout de quelques semaines, si ce n'est pas plus vite. Donc au départ, on est parti là-dessus, jusqu'à la fleur. La fleur, la fleur, elle va arriver là bientôt, hein, si on n'est pas encore perturbé par les orages. Et donc, elle va arriver dans les prochaines semaines, c'est peut-être même dans les prochains jours, hein, parce que là, on a eu beaucoup de chaud, mais ce soir, on a des orages en pagaille, donc c'est un peu embêtant. Mais dès que la fleur a été mise en place, on a complété le dispositif par 4 boules qui sont répertoriées en jaune sur le petit graphique, là, plus une boule centrale en bleu. Et je vous ai rapporté les photos. Les boules jaunes, c'est du CO2 plus du CH3. Et la boule centrale, c'est du CH3, du CO2 et du ZNO. Voilà. Alors, la combinaison CO2-CH3, elle est très utile parce que par rapport au volume, là je ne rentre pas dans les détails, mais par rapport au volume qu'il y a dans les anneaux, les volumes qu'il y a dans les boules, dans les sphères, là, sont différents. Et si vous m'avez suivi dans les modules précédents, je vous ai expliqué comment fonctionnait ce système-là, c'est-à-dire que le champ le plus fort nourrit le plus faible, et il se trouve que dans un anneau, on a un champ fort et on a un champ faible, qui est l'inverse de ce qu'il y a dans les boules, ce qui fait qu'on a une circulation de champ entre les boules et les anneaux. Pour la boule centrale, le ZNO il est directement lié au viticulteur, puisque le viticulteur a mis un peu d'ADN
dans le ZNO et il y a une combinaison, vous savez très bien ce qui se passe et que j'utilise maintenant dans les magraves, hein. C'est-à-dire que ces combinaisons de ZNO, elles sont directement liées au champ du corps humain, au niveau cérébral, au niveau circulation, sensibilité nerveuse et tutti quanti. Et donc, cette relation qu'il y a permet de communiquer les intentions avec les magraves et donc ici aussi avec les sphères. Là, c'est fait exprès pour que le viticulteur comment dire, apporte sa touche spécifique sans y passer du temps. Il peut simplement, par la pensée, générer que du bien pour sa vigne qui le lui rend d'ailleurs, hein, vraiment. Parce que même sans tout ça, c'est quelqu'un de remarquable qui aime beaucoup, beaucoup sa vigne et qui la traite avec beaucoup d'amour. Et j'allais dire, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Parallèlement à ça, ce qu'on a fait, avant de vous expliquer ce qui s'est passé ici, ce qu'on a fait, je vais revenir d'ailleurs, je vais revenir à la diapo précédente pour ne pas trop vous distraire. Ce qu'on a fait, c'est que parallèlement à ça, on a donc une exploitation qui fait 17 hectares. Le viticulteur utilise de l'eau journalièrement. Il utilise 3000 litres d'eau pour diverses raisons. Cette eau, on a mis une boule de CO pour la dépolluer et une boule de CO2 pour la dépolluer et la tonifier. Donc, c'est un cocktail, entre guillemets, qui est très efficace aussi pour enlever toutes les saletés qu'il y a dans l'eau. À titre d'information, et là, bon, j'en connais un qui pourrait parler beaucoup plus aisément de tout ça. À titre d'information, nous on a fait ça dans notre petite piscine et ça fonctionne extraordinairement bien. On n'a plus besoin de galets de chlore et on a expérimenté ça aussi chez un de nos amis. Il est ravi. Et lui, il n'arrivait pas à récupérer son eau de piscine. Ça fait des années que c'était comme ça. Il n'arrivait pas à récupérer et là, il est émerveillé. Donc, comme quoi, les gants, hein, c'est pas du pipeau, c'est quelque chose qui fonctionne vraiment merveilleusement bien. Donc, si vous avez une piscine, eh bien, ne vous gênez pas pour faire ça. Vous pouvez me contacter, je vous expliquerai comment on fait. Il faut toujours faire une combinaison de gants avec des champs qui s'auto-alimentent. Voilà. Donc, pour le viticulteur, eh bien, il a arrosé avec de l'eau qui était merveilleuse. Alors, au bout du compte, ce qui s'est passé, c'est que on a eu beaucoup d'attaques. C'est-à-dire que l'an dernier, en 2019, on a eu beaucoup. On a eu surtout 2 grosses attaques de mildiou. Hein. Et ce qui s'est passé, la première était très, très sévère parce que le viticulteur qui est minutieux, il a des pieds de vigne qui sont, il appelle ça les témoins, c'est-à-dire que près de chez lui, isolé complètement de son exploitation, il a des pieds de vigne et il voit tout de suite s'il y a le mildiou qui arrive ou pas. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le mildiou c'est un champignon qui vit, qui est présent, ce sont des spores qui sont présentes dans l'herbe, et au fur et à mesure des averses, comme on a eu récemment, eh bien, l'eau de pluie fait remonter le mildiou dans les feuilles, et le mildiou, eh bien, c'est la mort assurée des feuilles et puis surtout des graines de raisin. Voilà. C'est un terrorisme complet pour la vigne. Alors donc on a eu cette première attaque de mildiou et la grande surprise générale, l'espace vert qui est ici, qui était le premier test, eh bien, quand on a vu l'attaque de mildiou, donc j'y suis allé et on s'est rendu compte que même les pieds qui étaient au-delà, c'est-à-dire sur 5 rangs de plus et sur des lignes verticales, de 14 lignes verticales de plus, eh bien, l'espace était protégé aussi. Alors ça, c'est super intéressant parce que au-delà de la satisfaction qu'on a eue d'avoir protégé
toute cette zone, on a pu se rendre compte qu'on est passé de 230 pieds de vigne protégés à 560. Voilà. Donc ça, c'était génial. Et ça voulait dire quelque chose de très important, c'est qu'un anneau de Gans, eh bien, il a un rayon de protection qui va entre 10 et 15 mètres. Alors ça, c'était facile à faire, hein, parce que les deux derniers rangs, comme vous le voyez sur la figure, étaient touchés par le milieu, mais vraiment hein, touchés, détruits, on va dire même. Et donc, il a fallu les traiter. Là, ceux-là, on n'avait pas le choix, hein, parce que ça gagnait, mais ça gagnait sur les autres parcelles. Ça ne gagnait pas sur la parcelle qui était protégée, puisqu'elle était vraiment protégée. Par contre, ce qu'on a pu remarquer, et ça c'est à prendre en compte pour la plupart, pour vous, c'est que les champs étaient effectifs à 15 mètres de rayon après 2 mois de mise en place. C'est-à-dire que l'attaque de milieu elle a eu lieu, alors c'était avril-mai, mars-avril, mai, oui c'était au mois de juin. Et donc on a considéré que les champs étaient actifs avec un rayon de 10 à 15 mètres au bout de 2 mois. C'est très important parce que ce n'est pas simplement lié au fait que nous avons simplement un système qui fonctionne, mais ce système il fonctionne de la même façon quand vous allez faire ça chez vous dans votre potager. C'est-à-dire que le champ sera effectif au bout de 2 mois. Il y aura donc ce brassage de champs magnétiques avec le plus fort, le plus faible, et ce rayonnement qui est aussi important, qui, à mon avis, variera de 10 à 15 mètres. Alors, je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui ont déjà des sphères, et bon, les sphères, elles agissent sur un rayon de 10 mètres. Voilà. Alors, pour continuer avec toujours cette expérience, on passe en 2020. C'est-à-dire que la parcelle que j'ai notée parcelle 1 de 2019, eh bien, en 2020, on a toujours cette parcelle. Et puis, notre viticulteur nous a dit, eh bien, écoutez, ça marche si bien que on va exploiter une parcelle numéro 2. Là, on passe à près de 1200 pieds de vigne traitée, avec une mise en place en fin janvier 2020. Alors, je vous ai mis dans le coin, parce que je n'avais pas trop de place sur cette diapositive, mais la parcelle numéro 2, en fait, nous avons que 9 dispositifs. Vous les voyez en bas à droite de la diapositive. Et on a considéré directement les 15 mètres de rayon. Hein, et ce qui fait que sur une parcelle qui est quand même représentative avec plus de 700 pieds, on a besoin que finalement de 9 dispositifs. Voilà. Donc, c'est génial parce que je vais vous montrer les photos. Voilà. Alors, j'ai essayé d'être assez clair, mais j'espère que ça va aller. J'ai voulu faire un comparatif entre la parcelle numéro 1, c'est-à-dire la photo numéro 1, et la parcelle numéro 2, qui est la parcelle voisine, qui est assez éloignée quand même, qui est en bas à droite. Hein. Donc, vous voyez quand même la différence au niveau de l'évolution de la vigne. Ces photos ont été prises le 26 mai. Alors là, vous voyez peut-être un petit peu mieux sur votre ordinateur. Vous voyez que les pieds de vigne, quand même, ils sont beaucoup plus fournis dans les champs, alors qu'en face, eh bien, écoutez, c'est quand même pas terrible. Donc, je ne vous dis pas, le viticulteur était super content, d'autant que la récolte de 2019 a été extraordinaire. Il a obtenu les notes, les maximums pour sa récolte. Et donc, M. Kesch est au courant de ça. Il suit l'affaire de très près. Et donc, on va lui communiquer les prochains résultats au prochain vendange. Voilà, parce qu'il y a aussi, d'après ce qu'il m'a dit, il y a une expérience qui a lieu en Italie. Je sais qu'il y a des gens qui sont intéressés un petit peu partout. Et donc, on va diffuser ça à tout le monde. Et pour nous, c'est très important parce que je ne sais pas si vous vous souvenez du module qu'on avait vu ensemble à propos de glyphosate. Ce CO2
génère donc une cassure dans la molécule de glyphosate. Et donc le glyphosate est complètement fichu au niveau de son action qui est vraiment sanitairement totalement impropre. Et donc on se retrouve avec un glyphosate qui est fonctionnel pour ce qu'on a à faire. Et celui qui est fichu, eh bien, même dans le sol, il est complètement annihilé par le CO2. Alors ensuite, je suis allé sur la parcelle numéro 2. Parcelle numéro 2, c'est la photo 3. Et parcelle voisine qui est donc à côté de la parcelle numéro 2, vous avez la photo numéro 4. Alors vous voyez, c'est pareil, hein, on a quand même une grosse différence au niveau des vignes. Voilà. Donc c'est assez instructif, hein. Alors depuis que ce qui s'est passé, c'est que nous avons eu une grosse attaque de milieu qui a été difficile à gérer quand même, hein. Je ne vous cache pas, on est en train de regarder, même au niveau des champs magnétiques, des champs maggraves, on a eu des débuts d'attaque, mais la parcelle est sauvée parce que le grain est encore là, donc on a passé le test. Voilà. Il y a d'autres parcelles de la propriété, et puis les viticulteurs voisins, ils ont tout perdu. Les autres parcelles, ça a été sauvé de justesse, mais avec des moyens qui ne sont pas des moyens sympathiques. Donc, moi, je me réfère toujours aux tests que l'on fait, et je me concentre là-dessus. Donc, je vous tiendrai au courant de la suite, et pour le moment, c'est super. Ensuite, deuxième expérience. Alors, là, on change de registre, on n'est plus dans l'entre-deux-mers, on est dans les côtes de Bourg. Dans les côtes de Bourg, il y a plusieurs châteaux qui sont complètement en dehors des circuits classiques de ce qu'on vient de dire, à savoir le glyphosate et toutes les saloperies qui vont avec, et qui travaillent avec ce qu'on peut appeler, alors je vais revenir après, la biodynamie. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la biodynamie. La biodynamie, c'est ce qui existait pratiquement au siècle dernier, mais je parle bien du XXe siècle, et qui existait au tout début de ce siècle-là. On n'utilisait pas du tout de pesticides, bien sûr, hein. C'était de l'agriculture biologique, c'est-à-dire qu'il y avait une préparation de sol qui était sans labour, on utilisait beaucoup de compost. Et au niveau du sol, ils avaient des sols qui étaient très très riches. Et donc, il y avait pas mal de choses qui se passaient, c'est-à-dire qu'ils laissaient l'herbe. Enfin, c'était tellement sympathique que après ils ont arrêté parce que, en fait, ce qui se passait à l'époque, c'est qu'ils avaient besoin de beaucoup de personnel. Et ensuite, quand la guerre est arrivée, à la sortie de la guerre, il y a eu tous ces pesticides, toutes ces saloperies. Et il y a beaucoup de châteaux qui ont craqué. C'est comme ça qu'on est arrivé à l'état des vignes et de l'agriculture, en gros, de la région, avec du glyphosate et tous les pesticides que la terre a pu porter. Donc, il y a des châteaux qui sont résistants là-dedans, qui font un excellent vin. Je ne veux pas faire de publicité, mais c'est vraiment formidable. Ils résistent et finalement, ils arrivent à faire des tonnages, des productions qui sont très sympathiques. Par contre, il y a un problème, et c'est pour ça que j'ai été contacté, c'est le cigarier. Alors le cigarier, on le voit comme ça, c'est un super coléoptère, il est très beau, hein, il a une carapace magnifique, mais le seul problème, c'est que la femelle, eh bien, pour pondre ses œufs, elle n'a rien trouvé de mieux que de rouler les feuilles des végétaux et puis de pondre les œufs à l'intérieur. Et comme dans les châteaux en biodynamie, il n'y a aucun pesticide, eh bien, elle a trouvé l'hôtel parfait. Et donc, elle vient chez ses viticulteurs et elle roule les feuilles de vigne. Par contre, elle détruit les feuilles de vigne. Et quand on détruit une feuille de vigne, c'est
nuire à la santé de la vigne. Donc, il a fallu l'éradiquer. Alors, voyez un petit peu le souci qu'il y a. C'est-à-dire qu'au milieu de la deuxième dapôt, c'est la feuille enroulée. Et dedans, il y a plein de petits bestiaux qui vont, bien sûr, éclore sous peu. Ce qui fait que ça entretient complètement la population, la colonie de cigariers. Et donc, ils nous ont demandé, Véronique nous a demandé donc d'intervenir là-dessus. Alors, j'ai préparé ce qu'il fallait. Voilà, parce qu'on s'est dit, bon, on va poser les anneaux fin janvier, comme il faut 2 mois ça fera fin mars, c'est nickel. Le cigarier il va arriver après le mois d'avril, donc impeccable. Les champs se seront générés, comme je vous l'ai décrit tout à l'heure dans l'exploitation précédente, là, et là on est tranquille. Et bien là, on a tout faux. Pourquoi? Parce qu'avec la météo qui est arrivée, et bien le cigarier, lui aussi, il est arrivé beaucoup plus tôt, parce qu'on a eu des fortes chaleurs en début de saison. Et lui, le cigarier est arrivé et les champs mangroves n'étaient pas encore opérationnels. Et il y a eu des cigariers quand même. Alors bon, c'était en moindre nombre, on va dire, mais quand même, ils sont là. Donc il faut reconnaître que, vous voyez, c'est typique des essais. Hein. On a souvent des réussites, mais on a aussi souvent, sinon plus, des échecs. Alors, il faut tout relativiser parce que les personnes qui s'occupent de ce château sont formidables. Au-delà du cigarier, on a dit qu'on allait tester en œnologie, on allait faire tous les contrôles et toutes les analyses de qualité de la parcelle jusqu'au vendange. Ça, M. Kesch me l'avait demandé, mais c'est difficile à faire parce que bon, ça coûte quand même relativement cher. Et bon, il faut beaucoup de temps, il faut des prélèvements, il faut faire intervenir des laboratoires, enfin c'est un peu compliqué. Et là, je me suis un petit peu arrangé avec les personnes là, et on va avoir toutes ces données pour la fin de l'année. Et donc après, on aura un long débat avec M. Kesch, je pense, sur le bien fondé de cette façon de faire au niveau des vignes. C'est très positif. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Alors ça, je vous décris ça parce que ce sont des exploitations qui sont immenses. Hein. Le deuxième château, là, c'est jusqu'à l'horizon qu'il y a des vignes. Hein. Donc, ils sont intéressés, bien sûr, par l'exploitation. Ce serait un complément parce que les gens qui font de la biodynamie sont suivis par des spécialistes en biodynamie. C'est-à-dire qu'ils préparent les engrais d'une certaine façon, avec le respect de beaucoup d'écarts lunaires. Il y a tout un calendrier lunaire. Il faut préparer il y a des excréments d'animaux qui sont retraités, rebrassés, qui sont enterrés dans de la corne de vache. Enfin, c'est tout un processus qu'ils reproduisent comme c'était fait au XXe siècle, voire au XIXe. Donc, c'est très, très puissant comme production, mais ils ont réfléchi, ils pensent que les ganses seraient le complément idéal pour encore améliorer les choses. Donc, il me tarde d'avoir vraiment tous ces résultats. Alors là, bon, la photo est un peu floue, je m'en excuse parce qu'elle a été faite vite fait. Je vais vous parler de l'oliveraie de Triac. Ça, c'est l'oliveraie de Triac. Je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé. Mon frère habite dans les coteaux de Libourne, un peu entre Libourne et Saint-André-de-Cubzac, pour ceux qui connaissent la région. Hein. Donc, c'est au-dessus de la Dordogne. Il a acheté donc un bout de terrain il y avait des vignes dessus. Il a enlevé les vignes parce qu'il n'est pas du tout viticulteur, lui. Mais par contre, il est passionné comme son voisin par les oliviers. Et il a cédé le bout de terrain dans lequel il y avait des vignes.
Il l'a cédé à son voisin. Son voisin fait de l'huile d'olive vraiment extra. Et il est décédé depuis, malheureusement, mais bon, à l'époque, c'est-à-dire en 2018, si j'ai souvenance, il a pris il y a eu les incendies dans le sud. Il a pris son semis, il a chargé ses pelleteuses, tout ça. Ils ont ramené 120 oliviers qui étaient destinés à être broyés parce qu'ils étaient brûlés. Alors la grande majorité était brûlée. Alors je ne veux pas vous faire languir plus longtemps. Vous voyez, il y a 123 oliviers. Les taches noires sont les oliviers qui étaient brûlés, mais complètement, hein. Donc ils les ont replantés en 2018. Il y en avait, donc, vous voyez, presque pas la moitié, mais enfin un bon tiers qui ont été brûlés. Et l'an dernier, ils m'ont fait appel pour pouvoir les faire redémarrer. C'était un test important pour eux, et puis pour moi aussi, de vous dire, hein, pour essayer de faire redémarrer ces pauvres oliviers, qui étaient vraiment dans un sale état. Alors, c'est ce que nous avons fait. Là, c'est pareil. C'est-à-dire que on a mis des anneaux. Les anneaux, ce sont les points rouges qu'il y a là. On les a mis dans ces zones-là parce que justement il y avait beaucoup d'oliviers qui étaient brûlés. Et ensuite on les a complétés avec des boules, des sphères, hein, qui ont été accrochées dans les arbres. Voilà. Alors ça s'est fait, je ne sais plus trop, je ne me rappelle plus trop quand, hein. C'était, je pense, au mois d'avril ou au mois de mars, hein, je ne me rappelle plus trop. Les tuyaux étaient un peu plus sophistiqués que précédemment, hein. C'est-à-dire qu'on avait 4 ganses dans les tuyaux, CeO, CO2, ZNO, CH3. Alors là, une particularité, c'est que les tuyaux étaient un peu plus gros et ces tuyaux, il y avait des tuyaux dans les tuyaux, quoi. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec 3 ganses à l'intérieur, il y avait 3 tuyaux et un CH3 en serpentин autour. Et puis au niveau des sphères, parce qu'il leur fallait beaucoup de magnésium, on a fait le gaz de magnésium, vous vous souvenez, on l'a vu dans les sessions, là, et bien j'ai mis du gaz de magnésium, des acides aminés de magnésium pour les doper. Alors les photos ne sont pas très parlantes parce que c'est mon frère qui a fait les photos. Donc les flèches jaunes, là, on voit très bien, enfin on voit très bien, façon de parler. On voit un anneau qui fait le tour d'un olivier qui était complètement brûlé. Et on voit que les repousses sont effectives sur ceux qui sont brûlés, quoi. C'est-à-dire que vous avez les 3 vues. Vous avez la vue de gauche où dans le cerclage, on voit que ça repart, alors qu'ils étaient destinés, ils étaient tout foutus complètement, hein. D'ailleurs, on voit les blessures qu'il y a eu sur le tronc, hein. D'autres, ils repartent aussi du bas, de partout, hein. Et puis ceux qui étaient à moitié brûlés, alors là, la photo est pas bonne, hein, je m'en excuse encore, hein. La photo de droite, on voit qu'il y a des rameaux, même avec des fleurs, et depuis, il y a même des olives. Est-ce que vous avez des questions sur tout ça? Superbe cette expérience des oliviers. Oui. On voit les petites repousses sur le bas, c'est incroyable. Oui. Mon frère m'a téléphoné de suite, il m'a dit, je ne reviens pas. Et bon, on va faire ce qu'il faut. Un olivier, en plus, c'est un arbre génial, quoi. Donc, il faut pas rater ça, quoi. Et lui, il est déjà ravi, il ne revient pas, quoi, parce que bon, les oliviers qui n'étaient pas malades n'avaient pas donné. Et là, il m'a téléphoné l'autre jour, il donne des olives. Donc, il y a quand même, c'est pour vous montrer que les champs, ils sont extraordinaires. Donc, profitez de faire des ganses, c'est ça que je voulais vous dire aussi, hein. Vous voyez que les ganses, on peut les mettre un peu partout, on s'en sert dans les magraves, on s'en sert bien sûr dans la santé, mais on s'en sert beaucoup en agriculture. Et comme une bonne agriculture, c'est aussi la bonne santé, tout va bien, quoi. Donc, il faut vraiment y aller, faites les ganses. Si vous avez des difficultés, contactez-moi. Vous avez pratiquement tous mon mail ou contactez par Facebook. Et je vous aiderai
à faire ça parce que, à mon avis, c'est l'avenir. Voilà. Et puis, c'est pas que mon avis, c'est l'avenir aussi chez Monsieur Kesch parce qu'il tient beaucoup, beaucoup à l'agriculture. Dans le sud-est, il y a eu beaucoup de maladies sur les oliviers. Oui, oui. Et là, on n'a pas de retour. Il y avait quelques oliviers qui étaient malades, mais là, les maladies ont disparu complètement. Là, il y a l'œil de, je sais pas trop quoi, l'œil de perdrix, là, je crois, hein, c'est sur les feuilles, je crois. C'est une tache marron. Oui. C'est l'œil de pain, je pense. Il me semble. L'œil de pain, ouais, je sais, moi, je suis pas très. Enfin voilà, mais je sais qu'il y avait ça et ça a disparu, quoi. Voilà, ce que j'avais à vous dire. Merci. Bon, je vous remercie pour votre écoute. Joël, une petite question. Oui. Jacques, est-ce que la forme sphérique est importante si on remplace une boule par une canette, par exemple? Parce que ça fait le même effet. Alors, écoute, je vais faire l'expérience parce que, alors, dans l'opération qui a eu lieu dans l'entre-deux-mers, c'est-à-dire le premier viticulteur que je vous ai montré avec toutes les boules là, au départ, et avec qui je travaille depuis plus d'un an, sachant qu'on va faire l'expérience sur 3 ans, hein, il faut le savoir, ça, très important. L'an dernier, j'avais mis des boules, là, vous les avez vues d'ailleurs, restées en photo, pas de problème. Quand ils sont passés avec les cimeuses, c'est l'écarisseuse, c'est-à-dire qu'elle coupe tout ce qui dépasse en altitude et elle taille aussi ce qui dépasse dans les rangs. Et bon, moi j'avais été assez généreux là-dedans et par contre les cimeuses, pas du tout, elles m'ont taillé les boules. Alors, ce qui fait qu'il y a eu des pertes de ganses, mais comme j'avais du ganse solide à l'intérieur, les champs étaient toujours là, ça n'a rien fait. Et j'ai décidé cette année, je l'ai parlé, après la fleur, on va faire cette fameuse circulation de champ, on va la doper. Et justement, tu tombes très bien, c'est ce que je vais faire, je vais utiliser des bouteilles. Voilà. Donc, Jacques, je te dirai la réponse dans les prochains mois, mais je suis convaincu que ça marche. D'accord. Voilà. Bon, parce que je l'ai fait l'année dernière dans les tomates de mon épouse. Oui. Sauf que j'ai mis de l'eau de ganse, mais je n'ai pas mis de ganse dedans. Donc, je vais rajouter du ganse. Alors, ça ne va pas. Il faut que tu mettes toujours quelques grains de ganse. Il faut que tu y penses. Tout à fait. Très important. Alors, dans la canette, tu ne vas pas pouvoir faire l'effet gigogne que j'ai dans les boules, moi. Hein. Parce que, bon, les boules, on en fait une petite, on la remplit, on lui met une étanchéité. Et ensuite, bon, on met cette boule dans une deuxième boule en collant au niveau équatorial, au niveau du plan équatorial. Et ensuite, on remplit la deuxième, et ainsi de suite. On va faire des boules avec des gigognes à 4 sphères. Hein. Mais bon, là, tu ne pourras pas le faire. Et moi non plus, d'ailleurs, dans les vignes. C'est pour ça que je mettrai 2, voire 3 canettes côte à côte. Voilà. Donc, toi, il faut que tu fasses une circulation de ganse avec au moins. Il faut que tu fasses attention au volume, quoi. Hein. C'est ça que je suis en train de t'expliquer. D'accord. Il faut mettre une canette, plusieurs canettes avec plusieurs ganses séparées. Oui. Oui, voilà. C'est-à-dire que tu mets plusieurs canettes. Ganse CO2, un peu plus loin, canette CH3, et ainsi de suite. Voilà. Alors, pour faire la circulation, par exemple, tu parles du CH3, mais tu prends une canette de CH3, tu vas la remplir complètement. Et puis à l'autre bout de ton jardin, à l'autre bout des plants de tomates, mais assez loin, hein, parce que ça diffuse quand même pas mal. Si tu veux faire des circulations de champs, eh bien, tu fais une canette avec un quart de CH3 dedans. Tu vois ce que je veux dire? Oui, d'accord. Voilà. Et puis à côté de la canette qui a par exemple un quart de CH3, eh bien, tu fais une canette complète de magnésium. Les plantes aiment beaucoup le magnésium, elles en ont besoin, elles sont comme nous, hein, de toute façon. Hein. Et à côté de CH3 qui est complètement rempli de CH3, eh bien, tu mets une deuxième canette qui a un quart de magnésium. Tu vois, comme ça va combiner les champs et ça va fonctionner. Ok. Et à propos de magnésium, là, tu avais dit qu'on pouvait trouver des baguettes de magnésium. Des barreaux. Des barreaux. Et sur Amazon, je n'ai pas trouvé. Ah. Alors écoute, je note ça parce que je vais t'envoyer On a envoyé le lien.
Ouais, je vais t'envoyer la page où je me débrouille, quoi. Alors, sois indulgent parce que peut-être pas que demain, peut-être que je ne pourrai pas le faire. Oui, non, mais c'est pas Mais grave. bon, tu l'auras dans le week-end. Ok, pas de souci. Voilà. Joël, en ce qui concerne Je vous les remercie. boules, pardon, ça avait terminé. Mais, Joël, en ce qui concerne les boules que tu mets donc en carré ou en rectangle, je ne sais pas. Oui, Du coup, tu as deux lémiscates qui se croisent. oui, Ok, oui. Ben oui, oui, oui. d'accord. Pas de problème là-dessus. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, le coût des 50 jours, c'est très important, hein. C'est-à-dire que là, bon, mais Jacques, les tomates, tu vas faire ça, ok, mais je ne veux pas te décevoir, mais c'est peut-être un peu tard, dans la mesure où un champ est établi après 50 jours. Tu vois? Ok. Voilà. Mais fais-le, hein, parce que de toute façon, en arrière-saison, si tu as autre chose, de toute façon, tu vas vite le voir, hein. Les plantes Oui, autour, tout va exploser, hein. ouais, le jardin, il est plein, il n'y a pas que des tomates. Il y en a 300 mètres carrés. Ouais, ouais, mais c'est bien, hein. Très bien. D'accord, je te donnerai un retour. Alors, je voulais votre avis aussi. On arrive bientôt à la fin des ganses pour les débutants, là. Je voulais, moi, je suis fan de vous faire ces sessions parce que bon, j'aime beaucoup transmettre et puis c'est le but pour moi puisque bon, la fondation compte un peu sur nous et puis sur moi pour vous transmettre tout ça. Je voulais savoir quels seraient vos sujets de prédilection pour la suite pour que je puisse étayer des cours qui s'imbriquent les uns dans les autres. Là, on a fait la base. Vous avez bien compris que les GANS, c'est le centre névralgique de toute la fondation de la technologie cache. Donc après, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. C'est-à-dire que on peut partir sur les magraves, on peut partir sur les cours de base qu'a fait Monsieur Kesh il y a quelques années maintenant. C'était en 2017, ça a été diffusé en 2017. Moi, j'en ai traduit. Je peux vous faire des sessions là-dessus pour voir et élargir même au niveau de l'âme, au niveau des gants, on révisera bien sûr, mais vous verrez qu'il y a des expériences très intéressantes. Après, je peux vous parler des magraves parce que là, c'est ma marotte. Je travaille beaucoup dessus. On peut encore parler des plasmas, on peut parler des champs. Là, je suis en train d'étudier des méthodes pour justement rendre visibles les champs plasmatiques. Et donc, ça, c'est très intéressant. Ce sont des expériences que je peux partager et ça peut vous amener à réfléchir. Et même moi, c'est assez riche pour moi dans la mesure où on peut discuter et puis apporter, même poser des questions auxquelles je n'aurais pas pensé. Donc voilà, moi je voudrais que vous me donniez un petit chemin à suivre pour que je prenne ce chemin et qu'on mette les cailloux au fur et à mesure, tous les mois. Est-ce qu'on pourrait parler de la santé? Un petit peu, oui. Ce n'est pas ma prédilection, mais on peut en parler. Oui. Bonsoir Joël. La santé au niveau des patchs, c'est ça que vous voulez Oui. Les patchs, les bracelets. Qu'est-ce qu'il y a encore les stylos. Oui. Oui. D'accord. Oui, peut-être aussi penser au... Monique, je ne t'entends pas très bien. Est-ce que tu peux... Allô? Ça va mieux là? Tu es un peu loin. Hein? Vas-y. Bon, est-ce qu'on pourrait penser aussi aux gants nourriture? Oui, alors il y a un spécialiste. J'attends qu'il se manifeste, c'est Franck. D'accord. Oui. Franck, il va faire un super exposé là-dessus. Ça peut être d'ailleurs la prochaine fois, hein, il n'y a aucun souci. Mais Franck, il fait ça, en plus il les utilise, donc c'est vraiment merveilleux. Okay. Oui, j'y travaille. Il travaille, mais écoute Franck, quand tu es prêt, tu nous le dis, et je pense que tu vas avoir du monde qui va t'écouter. Ah oui. Bon, ça serait sympa alors. Hein? Je prépare ça. Oui, je prépare ça. Oui, oui, oui. Je compte bien sur toi. Moi, je ne veux pas te relancer parce que je sais que c'est un sacré boulot. Oui, oui, oui. Donc, oui,
Je suis prêt à t'aider si tu veux pour le PowerPoint et pour les diapos, si tu n'arrives pas à gérer les trucs. Mais il n'y a pas de souci là-dessus. Fais-nous quelque chose d'extra. Oui, oui, on peut s'arranger tout ça. Tu travailles sans pression, pourvu qu'on essaie un jour. Monique a entièrement raison. Oui, tout à fait. Puis bon, aussi sur l'eau. Oui, oui, bien sûr. Oui. Oui, Voilà, oui. ouais, sur l'eau, comment on peut arriver à trouver l'eau la meilleure pour le corps humain, pour la consommer, avec Ah les ouais, gaz. alors là c'est un sujet, ça va devenir un sujet brûlant, ça, hein. Oui, complètement, oui. Ouais. Ah Ça ouais. sera vital. Oui, ah oui, complètement. L'eau et Donc, la écoute, nourriture. on compte sur toi, hein. Oui, 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 Moi, je fais de la je te façon cache pas de. que je suis incompétent parce que j'ai jamais fait de gants de nourriture. Bon, l'eau, je connais un petit peu, mais j'attends de découvrir tout ce que tu vas nous dire parce que c'est merveilleux, quoi, hein. Et Oui, c'est vraiment un plus de faire ça. oui, oui, c'est assez pointu. Il faut vraiment être observateur et faire pas mal de recherches pour trouver Ouais. vraiment des situations de cause à effet et Oui, trouver oui, des oui. mots après Ouais, pour ouais. expliquer tout ça. Écoute, c'est quand tu veux. Voilà, on ne peut pas Mhm. dire mieux. J'y travaille, bien sûr. Merci à toi. Merci. Oui, Joël, c'est Jean-Marc. Jean-Marc. Lully avait procédé à la traduction du premier livre de Monsieur Oui, Kesh. oui. Sais-tu s'il y a, puis elle a arrêté, sais-tu s'il y a quelqu'un qui s'est chargé des livres Non, suivants? non. Alors, pour rien vous cacher, moi je suis étudiant à la crèche depuis un petit moment maintenant. J'ai suivi les cours du docteur Gatua. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez. C'est quelqu'un de merveilleux qui travaille en Afrique, au Ghana, et qui était chargé le vendredi après-midi de nous faire un cours. Et ce cours reprenait justement les livres de Monsieur Kesh. Et donc, là-dessus, j'ai commencé à étudier la matière noire, l'antimatière, l'état-matière que l'on connaît, les trous noirs et tout ça. Alors, moi, je peux aussi vous fournir partiellement un cours là-dessus, Oui, ce serait intéressant, hein? si ça vous intéresse, mais bon, je ne vous cache pas qu'il y a beaucoup de physique. Alors, il faudrait que j'arrive à redescendre tout ça à quelque chose de compréhensible pour tout le monde, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait des gens qui restent à côté de ça. Je ne vous cache pas que les livres de Monsieur Kesh, alors Jean-Marc, je ne sais pas si elle avait commencé à les diffuser ou pas, les Oui, livres. oui, oui, elle a fait le livre numéro 1. Moi, j'ai la traduction sur une clé, là. Est-ce que tu as tout compris? C'est pas évident, il faut que je le reprenne. Voilà, ouais, parce que moi j'ai trouvé ça, bon, en plus je suis dans le métier, mais j'ai trouvé ça un peu, pas imbuvable, hein, parce que c'est pas le terme, mais c'est très compliqué. Et puis en plus, bon, de toute façon, Lee, elle a sûrement dû le traduire comme il faut, hein. Mais le phrasé anglais n'est pas du tout le phrasé français. Alors, c'est un peu compliqué. Ils font des phrases qui durent 3 lignes, là, et bon, souvent avec des allers-retours, c'est assez difficile à traduire. Euh, Écoute, ce livre-là, si tu peux me faire un lien pour que je puisse le parcourir, à ce moment-là, ce que je pourrais vous proposer pour la rentrée, par exemple, c'est à mettre en place. Ce sont des sessions où justement on peut parler un petit peu du livre, faire un petit paragraphe, en essayant de l'étayer avec des exemples ou des choses vraiment buvables, hein. Et puis donc faire des interventions comme celle par exemple que Franck veut faire. Et puis bon, moi cheminer avec la santé, les patchs et voilà quoi, hein. Faire un petit mélange, si ça vous convient. Par- oui, parce que certains mots utilisés par M. Kesh n'ont pas le même sens C'est ça, pour moi qui ai fait de la physique toute ma vie, quoi. c'est ça. C'est pas pareil, c'est la même histoire que le deutérium, Oui, etc., etc. pas tout à fait. Et Et vas-y, je, parle. et je me heurte au même problème, là, parce que je suis les cours de formation également de Grégory Grabovoi, que tu connais Oui. peut-être. Ah oui, oui, oui. Et c'est pareil, les livres de Grabovoi, ils sont Ouais. très difficiles à suivre. Alors, une qui pourrait te parler de Grabovoi, c'est ma compagne Danielle qui a fait X stages. Elle le suit d'ailleurs pratiquement 3 fois par semaine. Là, on se bagarre pour avoir l'ordinateur parce que tout est
c'est comme ça. Mais bon, ce que je voulais vous dire, on a passé des après-midi, le vendredi après-midi, pour revenir sur les livres de M. Kesh, où on a débattu de plusieurs phrases parce qu'on ne comprenait pas tout, y compris les anglophones, hein. Alors, moi, j'ai commencé à retraduire ça pour Daniel, et je peux finalement vous proposer des choses qui sont sûrement un petit peu décousues, parce qu'il faut que je reprenne tout. Je profiterai des vacances pour faire ça, si ça vous convient. Alors, c'est un Oui. voyage extraordinaire, hein, de toute façon, hein. Et, Là, parce que moi, j'aimerais bien comprendre toute la théorie, mais je oui, n'y arrive pas. Avec un seul livre, je n'y arrive pas. ça ne m'étonne pas, hein, parce que moi, je rame aussi, hein. Tout le monde rame, de toute façon, hein. Je connais trop de choses et je suis perdu. Il faudrait peut-être ne rien connaître parce que c'est une physique complètement nouvelle, quoi. Oui, 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 oui. Moi, ce qui m'a sidéré, c'est que Monsieur Kesh, c'est quelqu'un de remarquable que j'admire vraiment parce que il a, il a reconsidéré les équations d'Einstein, hein, par exemple le E égale mc2. Il a remis à la sauce quantique, mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'Einstein, dans sa façon de voir les choses, il avait raison, complètement, je pense, enfin, de mon point de vue de physicien, petit physicien. Et C'est sûr. Monsieur Kesh, eh bien, il a raison aussi. Et lui, il le voit par les champs Malgrave, alors que Monsieur Kesh, lui, pardon, Monsieur Kesh le voit par les champs Malgrave, et puis Einstein, c'était pas du tout ça, quoi. C'est des problèmes de masse. Voilà. Mais c'est pas la même physique. C'est pas la même physique, et c'est très intéressant d'avoir les deux en parallèle. Parce que tu t'aperçois que les deux, eh bien, ils ont raison, sauf que Monsieur Kesh, eh bien, il est en avance, lui. Parce que la physique quantique, il n'y a pas à tortiller, ça ouvre des portes extraordinaires. Ah oui, Extraordinaires. ah On le oui. voit avec les champs Magraves, hein, de toute façon, hein. Alors bon, champs Magraves, à la limite, si on a une élévation d'âme très très forte, eh bien, on n'a plus besoin même d'avoir des Magraves, hein, tu vois ce que je veux dire, hein, tellement que c'est puissant, hein. Voilà, les amis. Merci beaucoup. Je- Clé, une clé USB. Je pourrais éventuellement ou t'en faire une copie ou te la prêter, hein. Si tu veux, pour le livre, tu parles. Oui, pour le livre numéro 1. Ouais, ouais. Écoute, oui, on va mettre ça au point, là. Je vais regarder ce que je peux faire par rapport aux cours que j'ai déjà avec Dr Gatois. Et je vais rechercher ce livre. Si j'ai des difficultés, Jean-Marc, je t'en parle. Et puis tu me fais un envoi, enfin, on se débrouillera, quoi. Ou à la limite, tu me le poses sur un drive que je te donnerai l'adresse et puis tu viendras le déposer. Tu peux le faire, ça. D'accord? Oui, oui. Voilà. On fera ça comme ça. C'est du PDF, tu sais pas? Peut-être. Je sais pas. Bon, ok. Écoute, on verra ça tous les deux et puis ensuite, on fera profiter tous nos amis de cette trouvaille. Alors moi, D'accord. je me permets d'insister parce que je sais que c'est quand même très utile. Ces histoires de notions de base et de cours de base, il faut que vous les ayez toutes et tous. Alors je sais qu'il y en a qui sont déjà affirmés là-dedans. Euh, je suis même disposé à vous les passer en PDF s'il le faut, hein, mais c'est très important. Donc je ferai un petit couplet là-dessus aussi. Oui, parce qu'on a tout l'immeuble et on n'a pas les fondations. Mais c'est ça. Alors moi j'ai commencé par les fondations. Donc je me suis fait tous les cours de base, je les ai tous traduits parce que Daniel aussi avait besoin d'avoir ses fondations. Certains, je pense que Hélène, je lui ai envoyé. Et puis ceux qui en ont besoin, eh bien, vous me le dites et puis je vous fais un envoi par Internet ou voilà, on se met au point. Là, il y a 12 opus alors, c'est entre 3 et 4 heures de vidéo quand même, hein. Et je suis rendu au numéro 10, à la moitié du numéro 10. Mais bon, il y a de quoi faire déjà, hein. Je m'en doute. Voilà. Si vous n'avez pas de questions ou de suggestions autres, je vais vous souhaiter une belle soirée. Merci Euh, pour tout. Bonne Et soirée. nous te rem- Joël, Oui, c'est Monique. oui, Joël, Monique. est-ce que comment je pourrais, parce que je ne connais pas comment faire le GANS magnésium et
où je peux trouver des infos pour le faire. Alors, le gaz magnésium, on l'a vu dans. Alors, attends, alors là, il faut que je Là, revienne. je n'étais pas présente. Ne t'inquiète pas, je vais faire une manip, je vais revenir, je vais faire fin des diaporamas, c'est pas grave. Alors, il y a un module qui existe. Alors, je ne me rappelle plus lequel, c'est pour ça que je me permets de faire ça. Oui. Dans les modules. Attends. Donc, c'est sur la chaîne YouTube? Oui. Ok. Bah, j'irai voir. Alors, attends, qu'est-ce que je vais te le trouver. Je ne me rappelle plus quand est-ce que je l'ai fait. C'est récent. Ouais, ça, c'est récent. Ouais. Je chercherai. Alors, voilà, c'est le module 11. Ah, c'est le 11. Eh ben, je 23 note. avril. Ok. Si tu as un souci. Monique, est-ce que tu es sur Facebook? Oui, bien sûr. Tu es sur la Cache Fondation France? Oui. Alors, si tu as un souci, tu m'écris sur Messenger Oui. pour faire ton gant. On ne sait jamais ce qui peut arriver, mais enfin, c'est un gant qui est facile à faire. Hein. Ah, Alors, tant mieux. si tu es en difficulté comme Jacques pour avoir du magnésium, envoie-moi sur Messenger, tu m'envoies ton mail, je t'enverrai la façon de se procurer du magnésium. Mais j'ai acheté les barres. Ah, mais super! J'avais acheté les barres et puis après, j'ai pas pu être présente. D'accord. À ton... Bon, mais tu as fait le principal. Ouais. Voilà. Et puis autre chose, en lien avec tout ce qui est 5G, etc., dans certains lives, avec Aviram, je crois, certains parlaient qu'il y avait une possibilité de pouvoir gérer tout ça. Oui. Alors, je ne sais pas comment le faire. Est-ce qu'il faut faire une forme en Lemniscat? Oui. Est-ce que... Oui. Alors, là-dessus, il y a deux choses à savoir. Oui. Déjà, il y a les téléphones. Je suppose que tu as un téléphone portable, comme on l'appelle. Oui. Donc là, au dos du téléphone, il faut faire un Lemniscat. Alors, je te ferai la photo de mon téléphone. D'ailleurs, je ne sais pas où il est passé. Je te ferai une photo de mon arrière de téléphone. Il faut acheter du fil, je te donnerai aussi l'adresse, du fil de cuivre qui est très fin. Alors, de mémoire, il doit faire 0,2 mm. D'accord. Tu vas le nano-côté. Oui. Tu vas nano-côté et alors bon, la bobine, je ne me rappelle plus, elle fait plusieurs mètres. Tu nano-côtes, tu ne t'embêtes pas, tu nano-côtes la bobine. Et ensuite, tu feras un Lemniscat qui va être pris dans ta coque de téléphone. D'accord? Ok. Voilà, ça c'est pour le téléphone. Ensuite, pour la maison, parce que le téléphone c'est bien beau, mais la maison c'est important. Et ça, c'est un message de Carolina. Oui. Elle a suggéré de faire. Est-ce que tu as déjà fait des bobinages avec du cuivre? Non. Alors, oui, si, pour faire du gans. D'accord. Ouais, du CO2. Alors là, tu vas faire un bobinage qui est légèrement plus long. Il faudrait qu'il fasse entre 30 et 50 cm de long. Okay. Je te donnerai aussi toutes les infos. Okay. Tu me le rappelles sur Messenger, ça, hein, parce que d'accord. tu me le rappelles. Dans le principe, pour ceux qui savent faire tout ça, donc c'est très simple, on fait un bobinage. Alors, c'est du fil de 2,5 carrés. Ouais. Donc, c'est du fil d'électricien, hein, du fil de cuivre. Ah ouais. Bobinage, 50 cm de long. Les spires se touchent, bien sûr. Hein. Oui. Une fois qu'on a cette grande bobine, eh bien, on fait un 8 avec, c'est un Lemniscat. Et ensuite, on le nanocote à la soude. D'accord. Voilà. Une fois qu'il est nanocoté, bon, bien sûr, on rince la soude. Et ensuite, on le met au centre de la maison. Alors, d'après ce que j'ai compris, il faudrait aussi que je me renseigne là-dessus, c'est au-dessus du plafond. D'accord. Voilà. Donc, moi, je l'ai fait, là, il est en nanocotage, là, et on a nos téléphones qui sont équipés. Et donc, la maison, bientôt. D'accord. De toute façon, si tu as un Magrave à la maison, déjà, tu es protégé. Ah, d'accord. Oui, j'en ai un de Magrave. Ben voilà, donc tu es protégé. Enfin, donc, nous, on le fait quand même, quoi. Oui, ben c'est mieux. Enfin, oui, c'est mieux. Ouais, une valeur ajoutée. Absolument.
Ok, merci beaucoup pour tous ces renseignements. Mais de rien, avec plaisir. Hein. Et merci pour aussi le live. D'accord, ben merci à toi, hein. Merci de ta présence. Merci. Bon, mais les amis, je vais vous dire au revoir et puis à la prochaine. Alors la prochaine, ce sera au mois de juillet. Alors bon, j'ai un stage, je fais un stage Maghrave fin juillet. Je ne sais pas trop quand est-ce que je vais l'articuler. Ce sera peut-être début août. Voilà, ça paraîtra de toute façon sur le Facebook. Et puis pour les fidèles qui ont mon mail, eh bien, j'enverrai un mail pour le dire. Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup, Joël. Joël. Joël, merci beaucoup. À très bientôt. Belle soirée. Merci pour votre présence. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Au revoir. Merci, bonsoir à tout le monde. Salut Franck, on compte sur toi. Hein. Je compte moi aussi. Je compte sur moi et je vous. Bientôt. À très bientôt, merci à toi. Et bravo pour ce que tu as envoyé, parce que je trouve ça Merci. génial. C'est génial. Merci à toi.